Et maintenant, donc, 4 femmes vont rejoindre Kanta et Noémie sur scène. Oui, mais... Oui, c'est vrai. Donc, on va ramener... Alors, je vais proposer donc à Joël, Brigitte, Véronica et Josiane de nous rejoindre sur scène. Elles auront l'opportunité de se présenter elles-mêmes. Elles le feront bien mieux que moi. Voilà, donc venez. Noémie va arriver, elle est allée au petit coin. Ça fait une petite pause. Ou Kanta, tu n'as pas répondu tout à l'heure. Tu as parlé de la pression, mais financièrement, comment tu t'en sors? Ça, c'est la grande question qu'on me pose toujours, à laquelle je ne réponds pas. C'est vrai? Non, mais parce que c'est vraiment... Il y a ça aussi, c'est que finalement, comment la relation avec... Oui, suivre tes rêves, Oui. Souvent, ça a une implication aussi financière. Bien sûr. Moi, je paye un loyer comme tout le monde. Je mange aussi, oui, du mafé et autre chose. Non, mais c'est une vraie question. Et en fait, je trouve qu'en Suisse, par exemple, et il y a d'autres pays aussi, mais on ne donne pas sa place à l'artiste parce qu'on se dit « Ah, mais c'est une occupation, c'est un hobby ». Mais non, moi ça me prend du temps, de l'investissement, c'est un métier. C'est une passion, mais c'est aussi un métier. Il y a aussi des aspects qui sont moins drôles que d'autres. Oui. Et donc, ben voilà, il faut des vrais budgets. Et quand quelqu'un vous dit, ben voilà, tu veux une affiche ou un visuel, ça coûte tant, c'est pas parce que le visuel qui est fait en tant d'heures coûte tant. C'est parce que pour faire ce visuel, il a fallu 10 ans d'expérience. Il a fallu lire, il a fallu voir, il a fallu entendre. Et que c'est résumé. Enfin voilà, donc en fait, oui, c'est un vrai problème. Quelle valeur donne-t-on à l'art? Merci. De rien. On est... Désolée, j'ai dû partir et revenir. on peut commencer, du coup. Alors, j'adore être en conversation avec des femmes noires. Donc, je suis trop contente. Parce que là, du coup, vous êtes 5. Donc, je vais vous proposer... nous avons Véronica Almedom, Joël Chabouine, Josiane Gemelli et Brigitte Lemboidio. Et ce que je vais proposer de faire, plutôt que de moi vous ressortir votre biographie, c'est qu'au moment où vous prenez pour la première fois la parole, vous vous définissiez dans vos propres termes. Comme vous avez envie de vous présenter ce soir au public. Et pour cette conversation, je me suis dit qu'on pourrait invoquer à chaque moment de la conversation l'histoire d'une femme noire en Suisse. Comme ça, on sera encore plus sur scène. Donc, je vais tout de suite commencer avec des questions sur vos parcours en fait, professionnels, associatifs et politiques. Et pour ça, je vais invoquer l'histoire d'Henriette Alexander. Donc, c'est une femme noire qui a vécu notamment en Allemagne, mais aussi à Bâle au 19e siècle, et dont j'ai appris l'histoire grâce à ce bouquin. Enfin, grâce au travail de l'historienne Jovita dos Santos Pinto, dont l'article a été republié dans ce bouquin « I Will Be Different Every Time », Femme noire à Bienne. Et dans ce bouquin, on trouve un extrait des mémoires que Henriette Alexander a publié à la fin du 19e siècle, où elle dit qu'elle doute par rapport à ses possibilités professionnelles, car elle est africaine.
Donc moi, ça me donne envie de poser une question sur vos parcours professionnels, politiques et associatifs. Est-ce que vous pouvez... Attendez, je vais juste reposer le livre. Hop. Est-ce que vous pouvez identifier un moment dans vos parcours où vous avez réalisé qu'être une femme noire était un atout? Et est-ce que vous identifiez aussi comment cette même position sociale peut avoir pesé sur votre parcours, notamment en raison des clichés qui continuent à subsister? Ce que je propose de faire pour pas qu'il y ait trop, pour que ça soit fluide, c'est qu'on fasse comme ça. On commence avec Véronica. Et si tu peux te présenter et voilà, et raisonner avec cette question. Merci beaucoup pour l'invitation et je suis très heureuse d'être ici à discuter aussi de manière intergénérationnelle. C'est très très beau. Alors Véronica, ah bah oui, on est toutes les générations, c'est vrai, c'est vrai. Alors je suis érythréenne et suisse. J'ai grandi en Valais, à Martigny, et depuis 2012-2013, j'ai commencé mon activisme sur les questions des droits humains en Érythrée. Et au tout début, c'était pas évident, on n'était pas beaucoup, on était souvent un peu perçus comme des traîtres et des ennemis. Donc maintenant, je suis heureuse de voir que la discussion est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus acceptée. Et puis pour en revenir du coup à la question, on ne va pas faire trop long, je sais qu'on est beaucoup. Alors, je fais partie de la commission fédérale depuis 2016. C'est une commission extra-parlementaire et... Commission fédérale sur la migration. Sur les migrations, ouais. Exactement. Donc, c'est vrai que ça a été un énorme atout pour un titre personnel parce que ça faisait déjà 3-4 ans que je faisais tout ce travail en dehors de manière associative. Dans le cadre de campagne, par exemple, européenne et transnationale, parce que la diaspora érythréenne s'inscrit dans plusieurs pays. Et puis, il fallait institutionnaliser un peu ces efforts et c'était l'occasion, donc à titre personnel, de gagner un peu en crédibilité parce que souvent, voilà, quand on est dans les associations, on n'est pas perçu comme sérieux, mais quand on nous donne cette plateforme, tout d'un coup, on a beaucoup plus accès à l'administration fédérale, à des parlementaires. Donc, dans ce cadre-là, j'ai vraiment pu faire relever en fait des préoccupations qui étaient dans la communauté et puis aussi des peurs, des craintes, des besoins et servir justement de pont entre les deux. Donc, c'est un pas important. Merci. Alors, je suis heureuse aussi d'être là ce soir avec vous pour discuter, échanger sur une thématique importante, la place de la femme noire en Suisse. Et donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Josiane Gemely et je travaille dans le domaine des soins depuis de nombreuses années. C'est pour combattre le racisme et toutes les formes d'injustice que je me suis lancée en politique. J'ai été d'abord aux législatives de la ville de La Chaux-de-Fonds, où vous vous trouvez en ce moment. Et après, je suis allée au canton, où j'y suis depuis pratiquement 10 ans. Donc, voilà, j'essaye d'amener ma petite pièce à l'édifice, donc de donner de la voix, de faire entendre la voix des Africaines du canton et des Africains, puisqu'il faut aussi penser au genre masculin, et aussi... de défendre les intérêts de l'ensemble de la population neuchâteloise, puisque quand on est député, on représente tout le monde. Donc, voilà, je suis là pour continuer ce travail avec vous. Je pense qu'on aura une belle soirée et que, selon ce qui va être posé comme question, je pourrai être à même à continuer à réfléchir sur les questions et à vous donner de bonnes réponses. Merci. Bonsoir, je m'appelle Joëlle Chabouine. Je remercie beaucoup les organisateurs de la soirée de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là. Je suis médecin neurologue et je fais beaucoup de recherches en neurosciences et je donne cours à l'université de Fribourg.
Je suis également professeure invitée à l'Université catholique de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Pour répondre à la question du parcours, donc, je suis née au Congo, j'ai fait mes études de médecine là-bas, et puis j'ai fait de longues années de formation et de recherche en Belgique, pour des questions historiques que je pense vous comprenez. Et ensuite, je me suis formée en neurologie clinique en Suisse, à Genève et à Lausanne. Et pour finir, j'ai posé mes valises à Fribourg. Donc, je travaille comme neurologue à l'hôpital cantonal de Fribourg. Je suis responsable de la clinique mémoire depuis peu de temps. Et puis, voilà, je vois des patients ambulatoires et en hospitalisation. Et puis, les obstacles ou les opportunités, je dirais, en général, dans mon parcours, j'ai essayé de ne pas me définir professionnellement comme une femme noire. Pas parce que je nie ma nature, mais parce que je considère que le fait d'être noire, c'est peut-être une richesse ou une aspérité en plus, mais que si on est médecin, on est médecin. On n'est pas médecin noir, on est médecin tout court. Et je pense que c'est une manière comme une autre, peut-être d'éviter qu'on nous mette justement dans des boîtes, comme vous avez dit, parce qu'à force de se définir comme noir de manière, je dirais, très proactive, presque agressive, les gens finissent par vous réduire à cela. Alors que si on est médecin, c'est tout. Comme vous disiez, faire du futurisme, il n'y a pas afrofuturisme, il y a futurisme. Et puis, je pense que ça a été une opportunité pour éviter que, à certaines occasions assez critiques, je dirais, que les gens ne me réduisent pas à cela, parce que je n'ai jamais mis ça comme le seul point qui me définit. Maintenant, je ne suis pas naïve. Hein. Il y a des obstacles. Je dirais un des obstacles les plus importants, c'est dans l'évolution de ma carrière en tant que médecin et de ma carrière académique. Jusqu'à un certain point, ça va tout seul, grâce au travail. Et puis à un moment donné, quand il faut mettre en avant, quand il faut proposer des candidatures, il faut se battre. Ce n'est pas le premier nom qui va venir en premier pour telle succession, pour telle candidature. Donc il faut se battre. Et je dirais, déjà en tant que femme ou en tant qu'Africaine ou de la diaspora, on a peu tendance, on se met dans le travail, on est vraiment la tête dans le guidon, on oublie parfois de se mettre en visibilité. Et je pense que ça, c'est un problème pour justement ne pas être proposé au bon moment puisqu'on ne nous voit pas. Voilà, je dirais plutôt, c'est pas la seule manière, mais je dirais que pour moi, c'était le plus grand obstacle. On peut même parler d'un double plafond de verre, c'est-à-dire femme et même si vous ne voulez pas. J'ai l'habitude de dire qu'en Suisse, mais je ne dis pas que c'est général, c'est vraiment ma situation, il ne faut pas généraliser. J'ai plus souffert d'être femme que d'être africaine dans mon travail, en termes de discrimination. Merci. Brigitte. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Brigitte Lemboidieu Kanyama. Je suis avocate ici à La Chaux-de-Fonds depuis 22 ans et vice-présidente de la communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle du canton. Je suis arrivée en Suisse à l'âge de 6 ans, donc j'ai étudié, j'ai fait toute ma formation dans le canton de Neuchâtel, avec toujours, depuis l'âge de 10 ans, cette envie d'être avocate. Et je dirais, plus ou moins à la fin de l'université, j'ai failli renoncer, constatant que les barrières étaient assez importantes. Et pour cela, j'ai fait en fait un court séjour au Centre des droits de l'homme des Nations Unies pour un stage.
Et lors de ce stage, j'ai rencontré en fait un professeur qui représentait le Sénégal au sein du Centre des droits de l'homme. Et c'est ce professeur qui m'a fait revenir à mon rêve d'enfance, parce que il m'a persuadé qu'en fait le milieu des Nations Unies est encore pire que ce que je pensais, et qu'en tant que jeune fille qui était très idéaliste, j'allais très rapidement tomber de très haut. Donc grâce à ce professeur m'a fait rencontrer le représentant de la Suisse aux Nations Unies, et à qui j'ai pu parler de ma problématique, à savoir que malgré mes super résultats, je ne trouvais pas de place de stage d'avocat. Et le représentant de la Suisse m'a mis en relation avec la Commission fédérale des migrations qui venait d'être créée à l'époque, en disant c'est pour ce genre de cas qu'on a créé cette commission, et moi j'aimerais que ces gens essayent de faire un papier sur votre histoire. Et j'ai eu droit à un petit article dans le journal de la commission qui s'appelait à l'époque Spock. Et cet article, je l'avais intitulé « D'abord noir et puis Suissesse ». Parce que c'était pour la première fois en finissant mes études que je me rendais compte que oui, j'étais d'abord noir et que la Suissesse venait après. Et j'ai continué mes recherches de stage, d'avocat, qui se sont avérées être vraiment le croix et la bannière, et qui m'ont fait définitivement dire que dans la vie, en fait, on croise les bonnes personnes au bon moment, mais qu'il ne faut pas mettre des étiquettes. Et j'ai définitivement arrêté de mettre des étiquettes gauche-droite, par exemple, parce que ma première expérience dans ces recherches de stage a été un maître de stage, un avocat qui, en voyant mes résultats, me convoque. Et lorsque j'arrive et qu'il se rend compte que je suis noire, la seule chose qu'il retient, c'est mon accent de châtelois que j'aurais perdu entre le téléphone et l'arrivée à son cabinet. Et finalement, c'est un avocat de droite qui m'a formé, je dirais à la dure, parce que j'avais droit à toute... je dirais, c'est un avocat qui avait 82 ans, 88 ans, donc pour lui, on n'appelle pas quelqu'un noir, on l'appelle négresse. J'ai eu droit à ces termes, j'ai eu droit à passablement de choses, mais comme je savais où je voulais aller, je savais que j'avais besoin de ce brevet d'avocat et que celui-là m'avait donné l'opportunité de l'avoir, il n'était pas question que je lâche. Donc j'ai tenu. Donc les obstacles, oui, les obstacles sont là. J'ai aussi, un peu comme Madame Chabouine, j'ai refusé certaines choses. J'ai refusé qu'on me mette dans une boîte. J'ai refusé qu'on me considère comme forcément l'avocate de la migration, parce que je considère que ce n'est pas normal. J'ai un brevet d'avocat généraliste. Donc à partir de là, je me suis plus spécialisée en droit de la famille, en droit pénal et en droit du travail, pour qu'on ne me mette pas forcément dans ce carcan-là comme afrodescendante. Et je dirais que votre couleur de peau, on vous la rappelle forcément, et dans ce genre de métier, il y a 22 ans, on vous l'a rappelé encore davantage, parce que il n'y avait pas grand monde, pour ne pas dire qu'il n'y avait personne. Et des anecdotes, je vous en raconterai peut-être tout à l'heure, mais elles sont passablement épiques. Et oui. J'aime toujours à dire que ma plus grande joie, c'est d'avoir pu peut-être ouvrir la voie. Et je pense, vous ne l'avez pas dit, mais vous êtes la présidente de l'association Mélanine Suisse, donc vous êtes aussi une des conditions de possibilité de ce plateau et du festival Black Helvetia. Donc je pense que ça fait un lien avec cette idée d'ouvrir la voie, de créer des espaces, ce dont on parlait aussi avec Quanta tout à l'heure. Je me retourne quand même vers Véronica, vers les deux premières interlocutrices, parce que vous êtes passé très rapidement sur ces questions d'obstacles et d'atouts. C'est pas juste, il ne s'agit pas de parler que des obstacles, mais aussi de comment c'est un atout. Donc, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à ça ? Alors, en termes de difficultés, oui, on parle beaucoup d'inclusion, de diversité, de toutes ces choses-là dans le monde du travail. Et c'est vrai que sur le papier, c'est très bien, mais après, quand on est dans les milieux en question, il y a toutes sortes de clichés.
contre lesquelles on doit combattre. Et il y a un travail de déconstruction qui n'a pas du tout encore été fait, et que ce soit sur les questions de la femme ou que ce soit sur les questions de la femme noire. Et donc, pour moi, j'ai ce côté-là dans le monde du travail. Et puis après, il y a aussi tout le côté de la fatigue, en fait. La fatigue que ça représente d'avoir aussi un pied dans la communauté, un pied dans les deux communautés, érythréenne et suisse. Et puis, il faut rendre des comptes. Je suis à la Commission fédérale d'immigration, mais ça veut dire aussi qu'il y a un certain devoir, il y a une certaine attente vis-à-vis des personnes qu'on essaye de servir. Et parfois, quand on travaille dans cet espace-là qui n'est pas forcément propice à ce qu'on puisse avoir accès à des fonds, par exemple, pour mener à bien nos projets. Et du coup, ça crée une sorte d'impatience aussi vis-à-vis des bénéficiaires. Et puis, ça fait non seulement la fatigue, parce qu'on doit surperformer, mais ça fait aussi une sorte de culpabilité, parce qu'on est en train de se dire, mais je ne suis pas en train de faire assez. Et du coup, il y a cette ambivalence, en fait, dans les deux espaces. Ouais, on va parler de ça, de comment on représente ces diverses communautés. Josiane ? Oui, alors pour en venir aux difficultés, effectivement, elles existent. Je vais d'abord énumérer celles qui existent au plan professionnel. C'est vrai qu'au niveau du travail, par exemple, la femme africaine, elle est appelée à faire plus que les autres. Donc, c'est une surcharge de travail qui l'amène souvent à l'épuisement. C'est quelque chose de terrible. On doit souvent faire plus que les autres. Et c'est souvent ce qui est, en tout cas, ce qui nous rappelle qu'on n'est pas chez nous, qu'on est différent. Et cette différence-là, elle se ressent aussi au plan professionnel. Alors, au niveau politique, effectivement aussi, il y a des difficultés. Il faut se faire sa place pour exister. On va pas nous donner la parole comme ça. D'abord, on peut même considérer qu'on ne comprend rien. Donc, il faut essayer de faire comprendre qu'on comprend. Et pour ça, il faut se faire sa place, il faut prendre la parole. Il faut avoir une dose de caractère, parce que sinon, vous allez être une bénouille. Soit vous êtes libre de pouvoir dire, alors ça j'accepte pas. Il faut du caractère là aussi pour pouvoir s'affirmer. Ouvrir la voie, s'affirmer. Justement, je sais pas. En fait, Quentin, je te propose de commenter si tu as envie. Ouais, moi j'aime bien parler, comme vous avez remarqué. Non, mais naturellement, j'avais envie de dire que je suis déjà très touchée de faire partie de ce panel de femmes excellentes et je sais pas, des carrières qui m'impressionnent et ouais, c'est magnifique. Donc merci au festival d'organiser des moments comme ça. Il y a des choses qui sortent de vos interventions et j'arrive à faire des liens avec mon travail. Et je me dis, mais il y a d'abord un besoin de lien, un besoin de soutien. Mais d'un autre côté, c'est un équilibre délicat parce qu'il y a aussi ce devoir d'excellence, ce devoir vraiment de surperformer, quoi, parce qu'on nous en demande plus qu'aux autres. Et comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup sur le long terme ? Voilà. Mais toujours avec l'espoir qui me caractérise. Je vois vraiment... moi, ça me donne de l'espoir de voir dans tous les domaines des gens qui travaillent à la même chose que moi, en fait. Donc, si on se donne la main, ensemble, on est plus forte et plus fort. Et justement, c'est la deuxième femme noire que j'ai envie d'invoquer ce soir. C'est Sarah Akanji. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une politicienne. Donc, c'est bien que Josiane ait parlé aussi des difficultés de représenter le peuple suisse en tant que femme noire. Donc, Sarah Akanji, c'est une élue à Zurich qui a en fait récemment décidé de renoncer, en tout cas de s'arrêter pour un moment, parce qu'elle recevait trop de messages de haine, notamment du cyberharcèlement.
Et elle a décidé elle a dit, voilà, pour moi, à un moment, ma vie, enfin, ma santé compte plus que l'ascension politique. Donc ça résonne beaucoup avec ce que vous avez dit, ce problème de l'épuisement. Et pour moi, c'est un peu la question que j'ai déjà posée à Quentin tout à l'heure. C'est, en fait, on a des normes de qu'est-ce que c'est le succès qui n'ont pas été définies et étalonnées à nos identités, nos spécificités à nous, d'être diasporique, d'être marqué par la différence raciale, d'être des femmes. Donc, en fait, pour vous, c'est quoi le succès? Parce que je trouve que c'est intéressant de diversifier notre manière de comprendre le succès. Et est-ce qu'à un moment, vous avez redéfini ce que c'était pour vous dans vos parcours? Vous avez dû renégocier ce que ça pouvait être? Voilà, auprès de qui il est important d'obtenir de la reconnaissance? Et aussi, j'ai beaucoup de questions, hein, comment prenez-vous soin de vous? Donc c'est ces questions de succès et de soins, en gros. On va faire varier les prises de parole. Donc je sais pas, j'ai envie de dire Joël peut-être en premier. Merci pour ces questions intéressantes. Je vais peut-être commencer par la question du succès. Je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, d'avoir des rêves et une vision de ce qu'on aimerait être, c'est très important. Je dirais, j'ai pu faire ce que je voulais faire, mais en traçant droit par des lignes courbes, si je puis dire. Ça veut dire que c'est arrivé peut-être pas au moment où je le voulais, ni de la manière dont je le voulais. Pour être concret, j'ai toujours voulu faire médecine, faire de la recherche, enseigner, donc je le fais. Donc pour moi, c'est déjà très bien. Maintenant, c'est pas arrivé dans le bon ordre, au bon moment, ni à l'endroit où je voulais, mais c'est égal. Ce que je peux tirer comme leçon de tout le parcours que j'ai eu, c'est que quand on a une idée de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut atteindre comme but, on a comme des antennes qui sont tout le temps en alerte. Et puis quand les opportunités se présentent, en fait, ça apparaît comme une évidence, comme disait Maître Lemboidio, les bonnes rencontres. Mais les bonnes rencontres, on peut passer à côté parce qu'on n'a pas une vision. Mais quand on a une idée en tête, hein, j'aimerais être neurologue, très bien, comment on fait, hein, peut-être je parle autour de moi, parler autour de soi, de ses rêves, les exprimer, c'est très important. D'abord à ses proches, ne pas avoir peur qu'on dira ah oui, mais pour une femme, mais quelle histoire, c'est pas une carrière pour une femme, mais en parler quand même. On n'est pas obligé que les gens acceptent ce qu'on dit, mais en parler, pour moi, c'est ce qui m'a aidé le plus. C'est-à-dire, je parle autour de moi de ce que je veux faire, puis il se trouve souvent qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou tout d'un coup on rencontre, et puis voilà. Donc si je peux dire, alors, par rapport au succès, pour moi, le succès, c'est d'abord de faire ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi. Pour moi, c'est ça le succès. Après, ça arrive comme ça peut, si je puis dire ainsi, mais de l'avoir en tête, c'est peut-être la chose la plus importante. Après, les opportunités, on les saisit justement parce qu'on a cette espèce de boussole, cette espèce de fil rouge qui fait que quand il y a quelque chose, ça fait cling, 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 et puis on dit, ah oui, c'est là qu'il faut aller. Voilà, ça c'est pour le succès. De prendre soin de soi, moi je dirais, il ne faut pas être seul. Quand je dis seul, c'est seul en société, seul en famille, seul, mais seul de manière générale. Ça veut dire que si on est tout seul avec ses rêves, on n'en parle à personne, à un moment donné, ça ne va pas tenir la route. Je ne me considère pas comme une superwoman qui fait tout toute seule. Par contre, j'ai pu compter sur l'appui, sur l'aide, j'ai rencontré des belles personnes, disons, de pouvoir se dire qu'on dépend aussi des autres, on peut attendre des autres
de l'aide, un regard, un support. Pour moi, c'est une belle manière de prendre soin de soi. Et puis, à côté de ça, d'avoir aussi des moments à soi. Donc, il y a ce moment avec les autres, mais il y a aussi des moments qu'on se réserve pour soi. On dit ça, c'est pour moi. On peut être mère de famille, mais exister aussi à côté. Enfin, on n'est pas que mère, on n'est pas que neurologue, on n'est pas que femme mariée ou Dieu sait quoi encore, mais de se définir comme personne ayant des besoins spécifiques, des envies spécifiques. Si on a envie de faire la danse, ben, il faut faire la danse. Si on a envie de faire... voilà, je dirais ces deux aspects. J'aime bien parce que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir ce qu'on veut, et c'est ça le succès, mais du coup, il faut prendre soin de soi pour savoir ce qu'on veut. Donc, C'est sûr. ça me semble très cohérent. Peut-être Brigitte, le succès et le soin. Alors, je crois que je ne vais pas réinventer la roue. Je crois vraiment que, oui, tout a été dit. Fondamentalement, c'est de faire ce qu'on aime et d'être au plus près de ça. Moi, j'ai toujours dit que le jour où je ne trouve plus de plaisir à faire du barreau, j'arrêterai, clairement, parce que c'est trop important en sachant que c'est des métiers qui exposent, c'est super important d'aimer ce qu'on fait. Prioritairement, et je suis un peu comme Quentin, j'ai ce besoin maintenant de pas que me consacrer à la Suisse, de m'ouvrir aussi à ce continent qui m'a vu naître, pas forcément pour y faire du barreau, mais pour y apporter cette petite chose que j'ai peut-être, parce qu'on en a besoin. J'étais particulièrement en accord avec ce qu'elle disait aussi par rapport à la souveraineté et aux choses qui sont absolument nécessaires dans ce continent. Puis en me disant, mais en tant qu'afrodescendante ayant grandi en Suisse, avec les difficultés, toute la résilience que j'ai appris, je pense et on est plein ici dans cette salle, on a tant à apporter à ce continent et ce continent a tant besoin de nous et a tant à nous donner aussi, que j'ai l'impression qu'il y a, oui, dans cette recherche de définition du succès, donc de faire ce qu'on aime, j'ai ce sentiment-là, après 50 ans, qu'il y a un petit bout à faire là-bas aussi pour être pleinement dans ce que j'aime et me dire que oui, je rends quelque part à l'Afrique ce que l'Afrique m'a donné, la vie. Donc voilà, je dirais qu'il y a un peu cette réflexion qui se fait en moi. Et comment se protéger? Moi, j'ai choisi un peu de me protéger oui, déjà en n'étant pas seule, très entourée au niveau familial, déjà, que ce soit par mon époux, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Pour moi, c'est la première chose qui doit être très fortement ancrée, c'est vraiment ce lien de famille. Dans toutes les difficultés que j'ai pu avoir dans ce métier, avec toutes les attaques que j'ai pu avoir, j'aurais pu arrêter des millions de fois le barreau si je n'avais pas eu mon époux, si je n'avais pas eu mon père, mes sœurs pour me soutenir, et clairement. Et je dirais aussi, la protection, c'est aussi toutes les joies. Moi, je suis toujours impressionnée comment, lorsque tout à coup je faiblis, il y a tout à coup un client qui débarque pour vous dire « Merci maître, vous êtes la meilleure, vous êtes une bonne personne ». Et tout à coup, ça vous fait oublier tout le reste, ça vous redonne la force pour avancer. Et ouais, clairement, moi j'ai l'habitude de dire c'est Dieu qui met ces perles-là pour pouvoir vous repositionner dans ce combat. Et de choisir aussi ces combats. Après 22 ans, maintenant j'ai cette grâce de pouvoir choisir mes combats, de pouvoir choisir mes dossiers. Et oui, c'est important de ne pas se lancer dans tous les combats. Je ne prétends pas être la sauveuse de l'humanité. Je prétends juste faire mon travail au mieux de ma conscience, au mieux de mon éthique. Et maintenant, d'avoir cette chance de pouvoir choisir ses dossiers, de choisir ses combats et ses priorités pour justement se protéger. Voilà. Merci. Avoir une vision, en fait, être au clair sur sa vision. Véronica, le succès et le soin. Alors le succès, je rejoins tout ce qui a été dit, la question des rêves, l'importance de trouver, parce que ça prend du temps, des fois on est un peu dans nos cursus scolaires et puis après
voilà, on ne trouve pas tout de suite forcément cette connexion à nous-mêmes. Je crois qu'avant, pendant la conversation avec Quentin, vous avez parlé d'épiphanie. Et moi, j'ai eu ces moments-là. Et je pense qu'on a tous ces moments-là à un moment donné au cours de nos vies. C'est une question de s'écouter, de vraiment prendre le temps. Et puis, je le connecterai aussi du coup à la question du soin. Et en fait, plus on se repose, plus on fait des breaks, plus on a aussi cette capacité d'écouter cette voix intérieure et de trouver la direction qu'on doit donner à nos vies. Donc je pense que c'est surtout ça. Et puis après, aussi un point qui a été juste mentionné avant entre les deux sessions, la question de la sécurité financière aussi. Parce que nos rêves, voilà, c'est génial. Moi, je veux faire beaucoup de changements pour l'Érythrée, aussi pour l'Afrique, parce que je me reconnecte aussi de plus en plus à l'Afrique. Mais ça a un coût, en fait. Et puis, il faut garder le pied aussi en Suisse, parce qu'on est entre deux pays, des fois plus. Et il faut garder un œil sur nos courriers, sur la boîte aux lettres. Et puis, il y a tout ça qui doit suivre. Et du coup, la sécurité financière, elle est aussi importante. Et puis, aussi, nous, en tant que femmes et en tant que femmes noires, on doit apprendre à se valoriser, à valoriser les services qu'on donne. C'est pas parce que c'est des travaux de société, que c'est pas parce que c'est un peu abstrait que ça n'a pas une vraie valeur. Des fois, voilà, on peut croire que c'est abstrait si ça appartient pas à une catégorie spécifique, si c'est pas, par exemple, je sais pas, de la finance ou quelque chose de très concret comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas demander plus, qu'on peut pas avoir l'audace de dire non, je dois être payé sur ces choses-là. Donc, oser faire ça aussi pour assurer une sorte de longévité dans l'impact qu'il y a à faire. Donc, cet impact social qui est aussi hyper important dans ma définition du succès. Négociez vos salaires. Oui. Alors moi, sur la notion du succès, pour moi, je partage assez bien tout ce qui a été dit. Et le succès, pour moi, c'est effectivement avoir une vision, la mettre à exécution et puis d'en tirer satisfaction. Il faut être content de ce qu'on a pu monter si effectivement le projet a abouti. Ça, c'est une chose. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, j'ai aussi appris sur la manière de me protéger. C'est surtout de déléguer. J'ai appris à déléguer du travail à d'autres personnes qui travaillent avec moi, de partager le travail et de me déconnecter aussi. Parfois, je me déconnecte et puis les seules personnes qui peuvent m'atteindre, c'est que ma famille. Et c'est comme ça. Et j'ai un autre aspect aussi qui me protège assez bien, c'est que j'ai un côté spirituel assez développé. Et ça, quand je plonge dans mon côté spirituel, je rebondis. Et parfois, je me demande même d'où je tire la force. Parce que je me dis, aujourd'hui, j'ai décidé que je ne travaille pas. Puis après, j'ai vraiment envie de travailler. C'est une flamme. C'est plus fort que moi. Donc voilà, j'ai ce côté-là qui est aussi une source de ressourcement pour moi. Ce que je trouve qui converge en fait chez vous toutes dans vos réponses, même si elles sont variées, c'est cette idée de casser complètement le mythe de la femme noire qui va sauver le monde et qui est la superwoman, et qui est un mythe en fait qui a des racines historiques. C'est parce que historiquement les peuples colonisés, esclavagisés ont été les personnes les plus oppressées, les plus mises au travail, qu'il y a eu des images qui ont circulé sur ces mêmes personnes pour dire non mais elles peuvent le supporter. On dit qu'on a la peau dure, c'est des stéréotypes qui viennent en fait de cette histoire de violence, et en fait je trouve important comme vous cassez ces mythes en fait depuis là où vous êtes. Quentin, tu as envie de rajouter quelque chose, rebondir, raisonner avec tout ça? Je me rends à l'évidence que le chemin le plus court entre un point A et un point B, c'est pas la ligne droite. Ouais. C'est vraiment une spirale. Et comment est-ce qu'on arrive à cheminer sur cette spirale? C'est en écoutant son intuition. Voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à l'écouter? C'est en apprenant à être, à se développer soi-même. Et le soutien et tout ce dont vous avez parlé, voilà, ça me parle énormément. Donc, je vous remercie.
On va invoquer une troisième femme noire. Je crois que maintenant la plupart d'entre vous la connaissent, mais elle a longtemps été oubliée. C'est Thilo Frey, oui ? Je vois des têtes qui se hochent. Pendant longtemps, on ne connaissait pas l'histoire de Thilo Frey qui, au moment où les femmes en Suisse accèdent à l'éligibilité sur le plan fédéral, est une des premières parmi 7 autres femmes à être élue au Parlement suisse, en fait. Et il se trouve que Thilo Frey est afrodescendante. Et elle est du canton de Neuchâtel, donc on est bien situé. Elle a longtemps été oubliée de l'histoire au point que... Quand Lumengo a été élu au Parlement, on a dit c'est le premier noir en Suisse. Donc ça dit quelque chose sur ces processus d'effacement constant des femmes noires. On parlait de Sarah Maldoror tout à l'heure. Enfin voilà, il y a quelque chose qui fait que souvent les femmes noires afrodescendantes sont moins archivées, moins mémorialisées. Mais maintenant, Thilo Frey a un espace, notamment à Neuchâtel, il y a des rues, il y a un espace, une place qui porte son nom. Donc c'est une manière de l'inscrire dans notre espace suisse et donc de la faire nous représenter la Suisse. Donc c'est ça en fait le troisième volet sur lequel je serais curieuse de vous entendre, c'est comment on représente ces communautés. Donc Véronica, tu as déjà commencé à en parler. Là pour le coup j'ai des questions un peu plus spécifiques. D'abord pour Josiane et Brigitte, parce que vous contribuez fortement à la vie démocratique suisse. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager ici et comment le système démocratique suisse pourrait-il faire davantage de place à des femmes avec votre profil afrodescendantes aux multiples ancrages ? Comment vous vous êtes dit « Ah voilà, moi je vais représenter les Neuchâteloises et Neuchâtelois ou je vais être dans des commissions Enfin voilà, ça m'intéresse de savoir comment on s'autorise. Je vous laisse choisir. C'est une grosse question. Alors, moi, je dirais, je n'ai pas tellement choisi au départ. Je dirais que c'est ce long chemin de croix, entre guillemets, en tant qu'avocate. Puis une fois que vous avez atteint, entre guillemets, une certaine représentativité, vous devenez soudainement intéressant. Alors qu'au départ, c'est presque comme si c'était une erreur de la nature que vous soyez là. Mais dès que vous êtes suffisamment intéressante, et là, les propositions, entre guillemets, arrivent. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée dans cette commission cantonale. Mais en même temps, parallèlement à cela, j'ai aussi commencé cet engagement. Mais un engagement où j'ai toujours voulu ne jamais me mettre dans une boîte en disant je m'engage pour défendre ma communauté, mais également pour faire comprendre à ma communauté certaines choses. Donc je n'ai jamais été dans mon engagement à être que revendicatrice par rapport aux droits de ma communauté. Je pense que dans une société, il y a des droits et des devoirs. Et c'est important aussi de faire connaître à ma communauté les choses qui ne vont pas, autant que les droits qu'ils ont. Et je trouve que ça légitime aussi les choses, parce que le danger, quand on n'est que dans les droits, c'est qu'on va justement vous ressortir. On vous attend au contour pour vous dire, mais voilà, vous êtes là en train de défendre... Concrètement, par exemple, j'avais défendu un jeune homme pendant longtemps, et un jour, en faisant croire en pensant qu'il était de telle et telle manière, et puis on a utilisé ce dossier-là contre moi parce qu'il s'est avéré que il avait plein de casseroles que j'ignorais complètement, et du coup, ça a été utilisé pour décrédibiliser tout ce que j'avais pu mettre en place. Et c'est là où est le danger. Je pense qu'il faut être toujours très objectif en disant on a des parcours différents, on doit les utiliser comme force, mais aussi pour nous éduquer et pour enseigner aussi au sein de nos communautés. Donc, moi, j'ai pas le sentiment, je suis pas dans cette lutte où je me dis que je suis indispensable à ma communauté. Je me dis toujours, j'aimerais justement ouvrir la voie
Et je vois, par exemple, j'ai vu plein de juristes pendant ces 3 jours, plein de jeunes filles venir en me disant ah, mais merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Mais moi, j'aimerais que ces jeunes filles-là prennent le relais, avec elles, peut-être avec une autre sensibilité, parce que moi, je suis de la génération où j'étais assimilée quelque part. Donc, je n'ai pas leur force. Quand je les vois au front, voilà, j'étais pas au front comme ça. Moi, j'ai dû me frayer un chemin et après relever la tête petit à petit, puis avoir ah ouais, non, j'y suis arrivée. Alors que elles y sont. Si j'y ai contribué, comme elles le disent, tant mieux. Mais j'ai pas cette force-là. Donc voilà, c'est pas de la fausse humilité, mais vraiment, je pense que c'est, j'ai presque l'impression quelquefois que c'est un peu un cheveu qui est tombé dans la soupe, quoi. C'est un peu cette idée que bon, vous avez représenté malgré vous, Exactement. et maintenant vous avez des personnes qui représentent pour vous. Donc c'est comme un cycle. Exactement, et j'en suis ravie. Ouais. J'en suis totalement ravie. En politique, là, c'est le statut. Vous nous représentez. Enfin, vous représentez certaines personnes qui sont dans cette salle. Vous êtes chargé de faire remonter des voix, des expériences spécifiques. Donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ça, représenter et comment la démocratie suisse, le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, pourrait quand même faire un peu plus de place, parce qu'il y a peu d'élus encore, à mon avis. Moi qui suis politologue, je le dis, il n'y a pas assez d'élus noirs et femmes. J'avais cru comprendre que vous vouliez que je vous explique comment je me suis lancée, que je revienne sur ça. Vous pouvez le faire aussi, c'est super intéressant justement. Comment vous êtes arrivé à vous dire, ok, je participe à la vie démocratique, mais aussi du coup, de par ce parcours, comment vous pensez que cette vie démocratique pourrait être encore améliorée ? Oui, alors moi je dirais que j'étais préoccupée de voir qu'il y avait des difficultés au sein de la communauté, ici, en tout cas dans les montagnes. Les parents avaient du mal à comprendre comment fonctionnait le système Armos, qui est donc un système scolaire qui est actuellement en application dans notre canton. Et les parents africains avaient justement du mal à le comprendre. Alors il fallait jouer ce rôle de médiatrice pour leur expliquer comment est-ce que les choses se passaient entre les parents et les enseignants. Et c'est à partir de là que j'ai été donc appelée pour les représenter à la commission cantonale pour l'intégration des étrangers, qu'on appelle couramment la CICM. Alors j'ai travaillé là pendant, je crois, 8 ans, et c'est de là qu'on est venu me chercher pour faire de la politique. Donc, je n'ai pas été moi à faire de la politique, mais c'est eux qui sont venus me chercher parce qu'ils voyaient le produit que j'apportais pour justement améliorer l'intégration de mes compatriotes africains. Alors, pour le système, je pense que le système neuchâtelois, je ne peux pas parler des autres cantons, le système politique en Suisse, bien sûr, mais le cas neuchâtelois ouvre actuellement la voie aux migrantes et aux migrants. Mais c'est aux migrants, justement, maintenant, de faire le travail, de s'affirmer au sein de ces formations politiques, parce que, comme je l'ai dit dans ma présentation, les choses ne nous sont pas données facilement. C'est à nous de frayer le chemin et de s'accrocher. Donc, comme je l'ai encore dit tout à l'heure, il faut une dose de caractère, il faut être présent, il faut prendre la parole, il faut dire ce qu'on a à dire, parce que si finalement on est là pour faire de la figuration, on n'est pas respecté, on ne représente pas valablement la communauté. Et évidemment, comme vous l'avez dit, il faut relayer les préoccupations, on les relaye assez souvent. Et puis je dois dire qu'on a un système quand même qui est à l'écoute ici dans le canton. On est quand même 2 députés noirs dans le canton de Neuchâtel, donc ça veut dire qu'il y a une ouverture. Il y a un travail qui est là et je pense qu'on essaye d'apporter notre petite pièce. Mais encore une fois, il faut avoir cette volonté de participer et il faut être là, il faut être présente. Sans s'excuser. Oui, c'est ça. Alors pour Véronica et Joël, j'ai aussi une question un peu sur représenter ces communautés. Vos engagements, ils traduisent une inscription diasporique dans le monde, hein, donc un rapport
fort et cultivé avec différents espaces et cultures, donc la Belgique, la Suisse, le Congo, vous enseignez dans plusieurs endroits, Véronica, l'Érythrée, je sais pas, tu as été reconnue par Obama, enfin voilà. Donc vous avez des parcours où vous représentez à différents échelons, donc c'est complexe, locaux, nationaux, internationaux. Donc est-ce que ces engagements qui sont diasporiques et multidirectionnels, ils sont reconnus à leur juste valeur ici en Suisse? Pourquoi ça m'intéresse en fait, parce que j'ai l'impression que depuis le début de cette soirée, on montre la créativité et la manière dont on peut être au monde depuis là où on est, et à quel point c'est riche. Et des fois, j'ai l'impression que c'est ignoré en fait dans notre contexte suisse, que c'est pas ça qu'on voit, quoi. C'est pas ça qui est reflété couramment. Donc j'aimerais bien vous entendre sur ça. Merci pour la question. Je répondrai oui et non à la question. Je dirais, d'un côté, ce n'est pas reconnu parce que, au départ, mon engagement, disons, pour donner des cours et former des gens en Afrique, c'était un peu comme l'a dit Maître Lemboidieu, rendre un petit peu de ce que j'ai reçu. Et ça partait, en fait, je prenais quelques heures pendant quelques jours quand j'étais en vacances. Donc, c'était sur mes heures de vacances que je faisais ça. Et puis, jusqu'au jour où on est venu me chercher parce qu'il y avait une thèse à diriger. Et puis, tout d'un coup, il n'y avait personne dans le domaine. Et puis, est-ce que vous seriez d'accord pour diriger la thèse? Je dis oui, mais à une condition. Oui, laquelle? Je veux travailler sur un sujet qui fait sens pour moi. Je ne veux pas un sujet parachuté par Dieu sait qui, et ça a été un long combat parce qu'ils avaient déjà fait quelque chose sur mesure pour les Africains avec un projet qui était rédigé par quelqu'un qui n'était pas du domaine. Vous vous rendez compte, ils cherchent quelqu'un pour diriger une thèse, mais c'est un prof belge à la retraite qui est d'un autre domaine qui avait déjà rédigé le projet. Donc j'ai dit, OK, cette fois c'est moi qui ai les clés en main. Je dis, je n'ai rien à gagner, je ne vous demande pas de salaire puisque j'ai un travail en Suisse, ou vous acceptez à mes conditions ou vous cherchez ailleurs. Donc à ce moment-là, ça a été accepté. Donc on a pu faire un projet comme on le voulait, sur une maladie africaine pour les Africains, mais avec un niveau international. L'étudiant a fini brillamment dans une université belge et maintenant il est sur place. Mais si vous voulez, ça, pour moi, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas encore une reconnaissance en Suisse, mais c'est une reconnaissance dans le milieu où j'ai fait ma formation. Mais c'est un peu de l'opportunisme. Comme vous avez dit, il faut être têtu, il faut un peu saisir les opportunités et ne pas avoir peur. J'ai pris le risque de ne pas avoir cette charge. Mais je me disais, quitte à le faire, autant le faire d'une manière utile. Et même après que j'ai eu le rôle de superviseur de thèse, ce vieux professeur a continué, mais vraiment. Pendant des années, j'ai dû lutter contre lui, mais de très mauvaise foi, quand la thèse a été terminée, il dit « Oui, mais vos théories ne valent rien. » Bon, ça a été publié, donc oui. Donc, vous voyez, ça, c'est une reconnaissance. Mais j'ai envie de dire, il faut se rappeler, peut-être, le projet que j'ai proposé, c'était un projet vieux de 10 ans. Ça veut dire que j'avais commencé sur mes jours de loisirs, puis après, par manque de financement, j'ai mis ça quelque part. Et puis le jour où j'ai eu l'opportunité, je dis voilà, ou je fais ça, ou ça ne sert à rien ce que je vais faire. Alors ici en Suisse, c'est un peu différent parce que comme on cherche, disons, comment dire, l'environnement est très différent. En Suisse, on cherche beaucoup des spécialistes et des hyper spécialistes. Donc ça veut dire que très vite, quand on a besoin de quelqu'un qui est de tel domaine précisément, on vient de manière relativement facile me chercher. Ça, c'est, je dirais, quelque part, il y a quand même une reconnaissance. Mais on vient me chercher pas parce que je suis la représentante des Noirs,
C'est souvent les 2/3, c'est d'ailleurs pas des projets avec l'Afrique, mais quand même, là par exemple, on ira au Cameroun, dans un congrès, on a été invité des neurologues qui viennent de la Suisse. Alors je pense que ce n'est pas un hasard que j'ai été associée au projet, donc pour moi c'est aussi une reconnaissance. Le manque de reconnaissance, je dirais, c'est plutôt, comme j'avais dit au début, ça veut dire que si c'est des choses qui ne sont pas typées ou qui ne sont pas dans la boîte Afrique ou Noir, il faut presque crier qu'on existe et qu'on est compétent pour qu'on pense à nous. C'est là que pour moi se situe peut-être un manque de reconnaissance. Mais une fois que c'est reconnu, en tout cas ici en Suisse, une fois que c'est reconnu, c'est bien reconnu et puis il n'y a plus de questions. En tout cas dans mon expérience. Ouais, c'est le processus qui amène à la légitimité qui Exactement, est compliqué. oui. Maintenant, la représentativité vis-à-vis des... Alors, je dirais presque bien malgré moi. Je n'ai pas cherché à être représentante des Noirs ou porte-parole, mais quand même, je me rends compte qu'il y a un devoir. Du fait qu'on a eu l'opportunité d'accéder à certaines choses, on a un devoir vis-à-vis de ceux qui nous regardent et peut-être de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité ou de ceux qui cherchent à avoir l'opportunité. Mais ça, on ne le cherche pas. Ça nous trouve où on est et puis on assume. J'ai envie de dire comme ça. Et Véronica, parce qu'elle est inscrite dans plusieurs espaces dans le monde, doit prendre un avion très tôt demain et du coup repartir prendre un train. Donc je ne sais pas à quel point tu as le temps de répondre à cette question. Sur voilà, représenter ces communautés, c'est aussi prendre un avion à 4h du matin, être en Suisse le samedi soir pour partir. Donc peut-être oui, rapidement, sans stress. Voilà. Oui, alors je rejoins beaucoup le constat et la manière dont tu as décrit ça, Joël. Donc oui et non. Oui, reconnu en Suisse. Par exemple, le fait que je sois même dans la commission est le résultat de plusieurs femmes en politique qui ont soutenu mon profil. Donc sans cette reconnaissance des femmes, je n'aurais pas pu avoir cette possibilité de représenter aussi les intérêts de la communauté érythréenne dans la commission. Et après, non, pas trop, parce que j'ai l'impression que cette reconnaissance, elle se fait de manière ponctuelle, elle se fait de manière un peu isolée, donc un peu individuelle, et pas de manière un peu plus systémique. Il y a besoin d'un aspect un peu plus commun et puis dynamique entre des personnes comme Quanta, comme toi aussi, comme vous aussi, où on se retrouve en fait. Et pas parce qu'on l'organise, oui, on l'organise nous aussi, mais c'est aussi important que la Suisse se dise on a tout ce potentiel, et c'est un potentiel pour la Suisse, mais c'est un potentiel vis-à-vis de nos pays respectifs, parce qu'on est un pont en fait vis-à-vis des communautés qui sont en Suisse, mais aussi vis-à-vis des pays qu'on représente chacune. Donc là aussi, il y a aussi tout un travail à faire. Et puis pour la question pour Obama, oui, j'ai eu beaucoup de chance d'être nommée une des leaders parmi une trentaine de leaders en Europe. Donc je représente la Suisse dans cet espace-là. Et puis c'est vrai que ça a changé beaucoup le regard de personnes qui me connaissaient déjà, mais qui tout d'un coup se sont dit « Ah non, mais en fait, she's really someone ». Et puis après, des gens qui ne me connaissaient pas du tout et qui se sont dit « Ah non, mais en fait, il faut qu'on mise sur elle ». Mais ça commence toujours de très très loin. Et plus le temps passe, plus ça vient à l'intérieur de la Suisse. Mais même maintenant, à part la commission, il y a encore beaucoup de choses auxquelles on pourrait avoir accès, en tout cas pour moi, et puis aussi pour chacune d'entre nous, que ce soit sur des questions de capital humain, de capital financier. Enfin, on a besoin d'argent pour mener nos projets. C'est des choses qui commencent, mais qui doivent se faire de manière plus systémique que isolée. Ouais, merci beaucoup. Voilà, des profils que vous avez, sans vouloir créer une catégorie, une boîte, c'est des profils qui sont riches et qui ont beaucoup à donner à notre contexte, notamment le contexte sociétal suisse, qui a beaucoup d'innovation en fait, qui
de par cette richesse en fait qui émerge de vos parcours et de vos compétences. Donc je pense que c'est important de le dire ce soir. Je ne sais pas qui écoute, peut-être sur YouTube. Voilà, les femmes afrodescendantes en Suisse sont source d'innovation. C'est important de le dire. Et pour Quentin, je ne sais pas si tu veux rebondir rapidement, parce qu'après, il y a encore une dernière série de questions. Je vais faire vite, ouais. Mais je voudrais quand même dire que, par exemple, dans mon cas, pour mon parcours, la reconnaissance, oui, c'est vrai que la Suisse, je trouve que la Suisse a un petit peu du mal à regarder en Suisse. En fait, on va toujours chercher ailleurs. C'est ça. Et tant qu'on n'a pas eu de reconnaissance ailleurs, c'est difficile aussi d'être reconnu en Suisse. C'est de manière un peu générale que j'ai envie de dire ça. Ouais. Après, maintenant, moi, aujourd'hui, dans mon cas, je suis vraiment soutenue par la Suisse. Je reçois, donc j'ai une de mes productrices majeures qui est basée en Suisse. J'ai reçu du soutien des fonds de la culture en Suisse, et c'est aussi grâce à ça que j'arrive à continuer. Donc, en fait, ça existe, mais je pense qu'il faut encore apprendre à la Suisse à se repenser et à intégrer sa multiculturalité. Complètement. Preach. On va finir avec l'invocation, non pas d'une femme, mais d'une association qui s'appelle l'association Women of Black Heritage, qui est une association de femmes noires qui était active et qui continue encore, je crois, à être active dans les années 70, 80, notamment à Zurich. C'est une association qui a fait venir la fameuse poète, essayiste, féministe noire Audre Lorde. Donc Audre Lorde a passé pas mal de temps en Suisse grâce à cette association. Je trouve que c'est important de nommer le fait que des collectifs de femmes noires ont existé par le passé sur notre espace national. Donc maintenant, il y en a plein. Bien entendu, il y a Mélanine Suisse, c'est le festival Black Helvetia. Il y a d'autres collectifs dans les villes. On est dans un pays qui est très dispersé. Enfin, des fois, c'est dur de faire des connexions. Donc voilà, je voulais dire que quand j'ai appris l'existence de cette association, moi, ça m'a donné de la force, ça m'a inspirée. Donc, je serais intéressée, pour conclure, de vous entendre sur des figures individuelles ou collectives qui vous inspirent en ce moment. Pourquoi ? Et après, j'aurai une toute dernière question. Mais d'abord, la question des inspirations. Qui, en ce moment, figure individuelle, collective, vous inspire ? Ça ne doit pas forcément être suisse, vu que vous êtes des citoyennes du monde. Donc voilà, on peut savoir quelles sont les musiques en ce moment dans vos têtes, au sens métaphorique. Hein. On commence avec Josiane. Alors c'est vrai que pour moi, ce n'est pas un secret. L'une des femmes qui m'inspire actuellement, c'est la femme de Barack Obama. Je pense que Michelle est une source d'inspiration pour plusieurs femmes. C'est une femme qui a travaillé dur pour arriver à être la première femme, la First Lady. Et c'est vrai que c'est tout ce qu'elle a fait pour montrer que cette femme afrodescendante pouvait arriver à la Maison Blanche. Est quelque chose qui est gravé dans nos mémoires, et je pense que pour les jeunes générations, ça sera encore une source de motivation. Donc pour moi, c'est une personne qui m'inspire beaucoup, qui m'encourage, je l'écoute beaucoup, et puis voilà, en lisant ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit, je retrouve de la force pour aller de l'avant, parce que quand on est dans le milieu politique, c'est un milieu cruel. C'est pas facile, et j'en sais quelque chose. Donc, mais comme je suis une résiliente, donc je suis toujours là. Merci. Moi, je vais donner 2 noms. Enfin, il y en a plusieurs, mais quand j'ai lu votre question, j'ai réfléchi un peu. Il y en a 2 qui me sont venus en tête. Une qui c'est l'artiste Josephine Baker. C'est une artiste que je ne connaissais pas.
Et puis les seules images que j'avais d'elle, c'était la fameuse photo avec la ceinture de banane, et pour laquelle je n'avais pas spécialement de sympathie. Mais quand j'ai découvert l'histoire derrière cette photo, et enfin, quand elle a été mise au Panthéon et que j'ai relu un peu son histoire, j'ai trouvé que c'était une femme extraordinairement intelligente qui a su prendre les gens à contre-pied de leurs clichés pour les faire réfléchir et les ramener aux vraies questions. En mettant cette ceinture de banane, en fait, elle a fait un peu le pitre, mais ils ont bien compris, mais de manière tellement intelligente qu'ils ont compris, en fait, qu'elle ne faisait pas le pitre. Et puis, ça les a interrogés. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent. C'est une autre manière de lutter contre les clichés, mais en prenant les gens un peu à contre-pied. Et puis, la deuxième figure, elle n'est pas très connue, mais quand c'est la présidente de la Tanzanie actuellement, parce que la Tanzanie a une présidente. Quand le président Magufuli est décédé et que j'ai entendu que c'était une femme qui allait lui succéder, je connais un petit peu la Tanzanie, j'ai eu les yeux qui me sont sortis de la tête. Je dis, comment ça se fait? Et puis en lisant un petit peu son histoire, en fait, elle s'appelle Samia Muhuli, si je me trompe. Cette femme a évolué donc dans ce parti national extrêmement puissant. Elle a fait son chemin dans la discrétion, silencieuse, mais extrêmement puissante. De sorte que quand le président est décédé, il n'y a pas eu de guerre de succession. C'était clair pour tout le monde que c'est elle qui méritait la place. Pour moi, ça force l'admiration. Je ne sais pas comment elle a fait, dans une culture très patriarcale, dans un milieu où les femmes n'ont pas tellement l'habitude d'émerger. C'est une femme voilée, donc elle casse tous les stéréotypes. Voilà, c'est les deux femmes que je voulais mettre en avant. Merci. Brigitte? Oui. Alors, moi, c'est un homme et une femme, en fait. J'ai toujours été très, très inspirée depuis l'adolescence par Nelson Mandela. C'est, pour moi, en tant qu'avocate, je dirais, c'est la représentation même du combat. Le combat jusqu'à se priver de liberté, lorsqu'on sait qu'à plusieurs reprises, l'État sud-africain raciste est allé le voir dans cette prison, lui demandant de faire des compromis, et qu'il a toujours refusé ces compromis, que malgré ses 27 ans de prison, il est sorti sans haine pour se mettre son pays comme priorité. Et pour moi, c'est juste incroyable. Le parcours de cet homme est absolument incroyable et ça m'a vraiment marqué pendant toutes mes études. Je me relisais des choses sur Nelson Mandela, mais aussi sur Winnie Mandela, qui est aussi malheureusement tombée dans l'ombre, mais qui est aussi une sacrée bonne femme. Donc je dirais c'est vraiment ce couple-là à la base. Et puis plus récemment, je dirais, pour citer quelqu'un qui est encore ici, une femme, c'est Oprah Winfrey. Oprah, pour moi, c'est le symbole du succès dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a su rester, malgré tout le succès qu'elle a, elle a su rester ancrée sur ce qui est essentiel. Je ne sais pas si vous la suivez, elle est très famille. Et puis elle puise sa force dans sa famille, elle puise sa force dans ses petits-enfants, elle a beaucoup de moments avec ses petits-enfants, sans jamais se prendre la tête, quoi, en mettant d'abord les priorités. Puis quand on regarde le parcours, un parcours incroyable pour être finalement l'une des femmes les plus riches du monde, en gardant cette simplicité, pour moi, c'est un modèle. Merci. Je ne sais pas, Quentin, si tu as envie de nommer quelqu'un ou quelque chose un collectif. Il y aurait beaucoup de gens que je voudrais nommer. C'est difficile de faire un choix, de juste pointer quelqu'un. J'ai juste envie de dire que dans le film dont vous avez vu l'extrait Ether Reality, j'ai une phrase. J'arriverai pas à la ressortir maintenant, mais j'ai une phrase
la personne que tu as citée en thématique pour cette dernière question. Des Women Audre of Lorde. Black. Ah, Audre Lorde. Ouais. Audre Lorde, Ouais. ouais. Mais j'arrive plus à citer la phrase exacte, mais qui dit qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas faire bouger les choses si on ne croit pas en soi, en fait. Oui, puis En résumé. elle a aussi cette phrase sur le fait de dire que, en fait, souvent on a peur de parler, mais qu'en fait, si on reste dans le silence, ça va. En fait, elle a cette idée de dire, des fois on a peur de parler, mais se taire, c'est encore plus violent. Donc, oui, c'est Alice Diop qui a cité ça dans son discours récemment à la Mostra de Venise, quand elle a gagné ses prix. Et son film, d'ailleurs, il y a une actrice suisse et rwandaise, Kaije Kagame, qui joue dedans. Ouais. C'est la soumission de la France aux Oscars. Donc c'est quand même quelque chose qui est gigantesque. Et elle a cité Audre Lorde et elle a dit que le silence ne nous aidera pas. Ouais. Et Alice a dit « nous ne nous tairons plus ». Merci. Et du coup, justement, parce que vos voix comptent, sont précieuses, la dernière question que j'ai pour chacune d'entre vous, c'est pas une question facile, mais je vous les avais envoyées en avance. Si le public ce soir devait garder une phrase en tête par rapport à la soirée de discussion que nous venons d'avoir, quelle serait-elle? Ou une expression, une phrase? Qu'est-ce qui émerge pour vous comme ça? Je vois que Joël n'a pas envie de répondre en premier. J'ai envie de dire la première qui se sent de répondre. Résilience quand même. Une seule phrase. Une phrase, une expression. Je pense que c'est important de ne pas rester dans les boîtes. Il faut sortir des boîtes, il faut créer son propre chemin. Et ne pas s'arrêter au premier non, en fait. Il faut persévérer. Alors, s'il y a une phrase que je peux laisser au public et à tout le monde ici, c'est de dire qu'être une femme noire est une chance. Et donc, il faut oser, il faut frayer son chemin et exister. Je vais essayer de me lancer. Tout ce que j'ai entendu ce soir, c'était très riche. Ça m'a juste fait penser au fait que si le monde ou la Suisse, puisque nous parlons de la Suisse, était une sorte de kaléidoscope, je dirais la femme noire, puisque c'est d'elle qu'il est question, à mon avis, devrait se considérer comme une couleur de plus qui vient s'ajouter. Si la couleur n'existe pas, le kaléidoscope est moins riche, mais si la couleur existe, elle est bien là, elle est individualisée et puis elle enrichit le reste. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci. Brigitte, sur la résilience, est-ce que vous voulez un peu développer ou c'était juste le mot que vous aviez envie de nous donner? Alors, c'est le mot que je voulais donner, mais je rajouterai quelque chose. Moi, de ces 3 premiers jours de festival, j'ai vu des compétences incroyables chez la femme noire. Et depuis qu'on a commencé à parler de ce projet avec Sylvie, ça date quand même de 3 ans, nos premières discussions. Je dis toujours merci infiniment à Sylvie parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis un peu dans mon monde et Sylvie m'a fait ouvrir des horizons sur mes sœurs, sur les compétences que les afrodescendantes avaient dans ce pays, des compétences ignorées, mais ignorées de nous aussi en tant que communauté. On est chacune dans notre petit carcan, on ignore qu'à côté de nous, il y a des sœurs capables de nous aider dans chaque domaine. On doit créer vraiment aussi ce espèce de répertoire de compétences parce qu'on les a. Dans tous les domaines, on les a. Et moi, vraiment, je vous célèbre, mesdames, pour toutes les compétences que vous êtes. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et ces compétences sont mises en avant parce qu'il y a eu cette résilience. Je sais que pour chacune, il y a une bataille pour arriver là où elle est arrivée. Mais maintenant, il faut qu'on transforme tout ça en un pouvoir pour avancer.
Parce que ce serait juste dommage que ces compétences restent dormantes comme certaines le sont actuellement. Donc vraiment, je pense que oui, comme Quentin l'a dit tout à l'heure, maintenant c'est vraiment le temps T pour la femme noire en Suisse et il faut qu'on se le saisisse complètement. Quentin, tu as demandé à rajouter une deuxième phrase. Oui, parce que j'avais un message à ma grand-mère. Qui regarde sur YouTube. Non, parce que malheureusement, elle n'est plus avec nous. Oh. Mais quand je lui ai téléphoné pour lui dire que je partais à New York faire du cinéma, je venais de finir mon master en relations internationales, elle me dit au téléphone, oui, mais enfin, il serait temps que tu fasses des vraies études, droit ou médecine. Donc voilà, je voulais dire que je suis bien entourée ici, que le cinéma ouvre toutes les portes. Et c'est pour ça que la phrase que j'aimerais qu'on retienne, c'est « N'oubliez pas de poursuivre vos rêves ». Merci. Merci beaucoup pour vos mots. J'espère qu'on se souviendra de vos noms, que vos noms seront là encore longtemps, résonneront avec nous, vos noms, vos mots, les noms des autres femmes qui ont été invoquées ce soir. Merci aux organisatrices de cette table ronde de les avoir rendues possibles. Voilà, on a complètement dépassé le temps, je crois. Je fais quand même quelques annonces. Déjà, je vous remercie toutes vraiment d'être venues, d'avoir répondu à cet appel et de le faire dans la sororité, le plaisir d'être ensemble et le plaisir de prendre la parole. Merci infiniment. Moi, j'ai toujours quelques annonces à faire à la fin des tables rondes. Déjà, vous annoncer qu'il y a un set DJ à l'Inox. Donc, si vous avez encore l'énergie, très volontiers, allons danser ensemble. DJ Karami. Oui, qui est la sœur de... Qui est ma petite sœur. de Franchement, ça vaut la peine d'aller l'écouter. Donc voilà, que c'était le premier, il y a encore demain un atelier autour de la littérature enfantine et des représentations dans la littérature enfantine. Ensuite, l'expo est là du jeudi au dimanche et on reprend le week-end prochain avec une soirée vendredi soir, des activités tout le samedi. Donc, parlez-en autour de vous, faites de la pub. Toute la journée d'aujourd'hui sera également disponible sur le site internet de Black Helvetia d'ici quelques jours. Donc, on poursuit. Je dois vous dire aussi qu'on a toujours cette librairie avec tout plein de livres inspirants. Certains ont été cités, des auteurs qui ont été cités. Donc, arrêtez-vous. Et si là, la librairie est fermée, chez Payot, juste à côté, il y a aussi une vitrine avec les mêmes bouquins. C'est un des partenariats du festival. On a aussi, on fait une enquête, je sais pas, un sondage, ou en tout cas on essaye d'évaluer en fait l'impact de ce festival, la qualité de ce festival, et pour ça il y a un questionnaire dans la bibliothèque, dans l'expo. Donc scannez le QR code et prenez le temps d'y répondre, parce que ça nous permet aussi de savoir si c'est un événement qui vous plaît, si vous aimez la forme qu'il porte, comment on pourrait l'améliorer pour les prochaines éditions. Parce qu'on souhaite continuer. Et puis, et puis la dernière chose, c'est que tous les événements sont gratuits. Par contre, si vous souhaitez soutenir le festival, il y a un chapeau à l'entrée et il y a également des petits QR codes pour twinter des sous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ou bien, Pierrette, j'ai tout dit. Très bien. Alors, encore une excellente soirée. J'espère qu'on va vraiment pouvoir prolonger avec certains et certaines d'entre vous. Ah oui, mince, c'est vrai. Comme on est allé... Oui, je suis désolée. Je veux pas que les gens se sentent privés, peut-être. Oui, est-ce qu'il y avait des questions? Pardon, j'ai conclu comme ça parce qu'on est allé loin. Très volontiers. Vous avez encore le temps, mesdames? Oui, pardon. Ok. Je sais pas si on m'entend. J'espère qu'on m'entend. Bonsoir. Moi, c'est plus une remarque, un commentaire qu'une question. Je voulais vous remercier en tant que jeune fille afrodescendante, et je parle un peu au nom de ma génération,
On a grandi dans un monde très médiatisé et on n'a jamais été vraiment représenté. Et d'avoir assisté à une conférence où justement il y a autant de divers... autant de profils différents, voilà. Et de générations différentes aussi. Je suis un peu déçue que Véronica soit plus là. Mais je voulais vous remercier parce que c'est super inspirant et ça donne envie de continuer. Et voilà. Mais du coup, en fait, plus personnellement, à Véronica qui n'est pas là, en tant qu'Érythréenne aussi, je suis très reconnaissante du travail qu'elle fait. Et merci à vous d'être venus discuter et de nous avoir partagé vos projets et tous les conseils que vous aviez à donner, parce que c'est motivant pour la suite. Et voilà, c'est tout. Et on passera le message à Véronica. Hein. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup en tout cas également pour vos interventions, vraiment, c'est super. Moi j'ai juste une petite question. En tant que femme noire et ingénieure, c'est vrai que je me retrouve souvent à travailler de très 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 longues heures, comme vous avez vous-même dit. Et la question que je me pose, est-ce que c'est n'écrit nulle part en réalité que nous devons le faire? C'est vraiment un poids que nous prenons, nous acquérons dès que nous entrons en poste quelque part. Est-ce que nous avons réellement l'impression qu'en faisant comme les autres, on n'atteindrait quand même pas le niveau que nous aimerions atteindre? Est-ce que nous nous forçons? En fait, c'est ça ma question. Est-ce que vraiment on se force à faire tout ce qu'on fait? Merci, c'est une question très intéressante. Je pense la réponse est oui et non. On n'a pas besoin, d'un côté, on va dire théoriquement, on n'a pas besoin, parce que si on travaille comme il faut, on est censé être reconnu. Mais la réalité, comme j'ai dit, c'est que quelque part, on est invisible. Donc, il faut se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut s'habiller de manière voyante, mais je pense que ce n'est pas ce qu'on souhaite. On peut faire beaucoup de bruit, hurler partout. Je pense que ce n'est pas ce qu'on veut. Je pense que intuitivement ou inconsciemment, c'est la manière la plus valorisante de se faire remarquer. Et c'est pour ça qu'on le fait. Je dirais, quelque part, c'est pour exister ou entrer dans le conscient des personnes qui nous entourent qu'on le fait. Alors, je n'ai pas de réponse plus précise que ça. Voilà. Si on le fait, c'est qu'on pense qu'on doit le faire quelque part. Alors, complètement d'accord avec Dr Chabouine. Je crois que à partir du moment où vous choisissez que vous avez un rêve, dans le contexte dans lequel on vit, où clairement en face, on considère que vous n'êtes pas capable, vous êtes obligé de vous surpasser. Moi, j'ai toujours ce souvenir de mon père qui me disait « Tu ne peux pas te permettre que le prof hésite entre 4 et 3,5, parce qu'il te mettra 3,5. Donc, tu dois forcément faire 5,5 ou 6. » Et c'est la réalité. Mais moi, je crois que j'ai envie d'amener quelque chose d'un petit peu différent. J'enlève un peu ma casquette de modératrice et j'ai envie de parler de mon expérience parce que je suis maître assistante à l'université et je suis en train de dévier un peu professionnellement. Je me suis rendu compte que justement cette idée de devoir toujours se surpasser, c'est quelque chose qui nous a beaucoup été transmis et qu'on croit qu'on va y arriver comme ça. Et il y a un moment où moi, je me suis dit, mais si je continue comme ça, je vais faire un burn-out, notamment parce que le domaine académique est extrêmement demandant et qu'en plus, je publie sur le féminisme noir, qui n'est pas un domaine qui est très institutionnalisé et reconnu au niveau académique, donc en tout cas en Europe. Donc du coup, il faut beaucoup se visibiliser, etc. Et en vérité, c'est depuis que je prends tous mes week-ends, sauf quand je suis à Black Helvetia, et que je prends un mois de vacances en été, que je travaille le mieux. En fait, je trouve que c'est un mythe. Je trouve que c'est un mythe, en fait, ce truc de devoir se surpasser, parce qu'en fait, on est déjà tellement forte.
Parce qu'en fait, on a déjà tellement de force qui nous a été transmise, parce qu'on est tellement inscrit dans des communautés, on a tellement de compétences, qu'on peut les activer sans forcément trimer et se surpasser. Et je pense que en fait, moi j'ai envie de dire, on est toutes différentes, on a tout un rapport différent au travail. Essayez, pendant 6 mois, de prendre tous vos week-ends, de travailler 5-6 heures par jour au lieu de 8 heures, et de prendre des vraies grandes vacances, et voyez ce qui se passe. Mais vraiment, parce qu'en fait, on est dans des sociétés qui nous disent de faire le contraire. On est dans un système capitaliste qui nous dit de faire le contraire, qui a intérêt à ce qu'on ne se repose pas. Si on se repose, on va commencer à réfléchir sur est-ce qu'on est vraiment bien là où on est. Donc essayez. Voilà, c'est mon petit apport à cette question du surtravail. Après, bien entendu, l'autre pan de cette question, c'est on doit s'archiver nous-mêmes parce que personne ne le fera pour nous. Donc, en tout cas, il ne faut pas avoir peur de valoriser le travail que l'on fait. Ça va pas, il n'y a pas des gens qui vont venir archiver votre travail. Donc, en fait, peut-être investir dans la qualité et moins dans la quantité. Alors moi, je dirais que le système dans lequel nous évoluons est déjà assez exigeant. Et donc, pour nous, avec la difficulté qui est la nôtre, on est évidemment obligé de se surpasser pour exister. Donc, quelque part, c'est pas normal, mais en même temps, c'est une nécessité. Donc, je vois que, comme elle le disait tout à l'heure, la modératrice, elle est en train de dévier sur d'autres réflexions. Moi, je pense qu'il faut que nous puissions créer nos réseaux. Et ces réseaux vont nous décompresser de ce système exigeant et épuisant. Et je pense qu'on doit aller dans ce sens. Pour la jeune génération, il faut réfléchir à créer nos propres réseaux pour qu'on puisse avoir, en tout cas, des temps de travail qui nous permettent d'évoluer correctement et de continuer toujours de pouvoir exister. J'ai raté la question, j'étais en pause. Moi, c'est une question, mais plus. Enfin, non, c'est plus j'ai besoin d'un conseil, pas pour moi personnellement, mais vous avez parlé de se raconter, de s'archiver, de pouvoir raconter nos histoires nous-mêmes. Après, moi, j'ai parlé plutôt de mon expérience personnelle pour du coup demander un conseil. C'est que moi, je suis à l'université et moi, j'aime raconter du coup des expériences de femmes noires et afrodescendantes. Mais le problème, c'est que quand je me retrouve face à des professeurs, professeuses à qui je dis que je veux parler de ça, on me dit tout le temps « Non, mais vous n'aurez pas assez de recul sur la question pour pouvoir en parler. » Ce que je trouve complètement faux. Et parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours des hommes qui ont écrit déjà sur des femmes en général, des hommes qui ont écrit sur des personnes noires, des hommes qui ont... Bref. Et c'est épuisant de devoir en fait tout le temps prouver qu'on a autant de recul qu'une autre personne. Et du coup, moi, ma question pour tout le monde, c'est en fait... c'est quoi le conseil que vous donnerez en fait aux jeunes d'aujourd'hui qui sont là à devoir tout le temps prouver qu'ils sont autant capables et autant réfléchis et qui peuvent en fait produire des choses qui nous concernent? C'est ça ma question. J'ai envie de dire des choses que je devrais peut-être pas dire, mais qu'il faut quand même que je dise, c'est que c'est pas forcément en suivant les règles qu'on arrive à changer les choses. Donc si tu sens que c'est ça que tu dois faire et que c'est par là que tu dois passer, ben fais-le. Je ne peux pas vraiment expliquer autrement. Après, ça va être dur, hein, parce qu'il va falloir que tu te battes pour prouver que c'est valable et que c'est... il y a telle et telle source et que c'est développé, etc., etc. Mais si tu fais autre chose, comment est-ce que tu vas te sentir à la fin en regardant? Enfin, voilà, j'ai envie de dire, si c'est ton âme, ton intuition qui te dit, voilà, il faut que j'aille là, vas-y. Tu trouveras un moyen.
Moi, je dirais, peut-être pour nuancer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est emmené à se surpasser, mais ce n'est pas de la besogne qu'on fait. On n'est pas en train de se surpasser pour se surpasser, mais on est en train de se surpasser dans la vision qu'on a. Ça veut dire qu'on veut atteindre un but, et si pour ça il faut passer par là, on sait que c'est pour arriver à quelque chose. Ce n'est pas juste, je dirais, dans ce qu'on fait tous les jours. Enfin, moi, je suis déjà dans un métier, si j'essaie de prendre tous les week-ends et toutes les vacances, mais si tout d'un coup, je décide que je veux atteindre ça, je mets les moyens qu'il faut. C'est dans ce sens que je disais qu'il faut se surpasser, il faut se donner les moyens, et puis peu importe. Alors, on va devoir être on va demander plus, on va être plus exigeant parce que c'est des choses exploratoires, c'est des choses novatrices, et donc on doit prouver un peu plus. Mais ça, c'est pas unique aux femmes noires, c'est partout dans tous les domaines. Quand on commence quelque chose de nouveau, on doit prouver plus que ce qui est dans le mainstream, comme on dit. Donc moi, je dirais go. C'est totalement ça. À partir du moment où tu fais quelque chose qui te passionne, personne ne doit t'arrêter. Et puis je crois que la nouvelle génération, vous avez cette chance-là d'être complètement décomplexé. Donc je suis sûre que tu es capable de répondre à ta professeure que non, j'ai suffisamment de distance pour aborder ça avec professionnalisme. Je ne sais pas dans quelle université tu es, mais ta professeure ignore que tu n'es pas là, qu'il y a déjà des recherches en fait qui ont été faites, et qu'il y a même des thèses qui ont été faites et qui en fait adoptent une approche qui s'appelle l'épistémologie du point de vue, c'est-à-dire de dire que oui, le savoir peut émerger depuis sa position, et qu'au contraire, ça sera bien plus précis et riche en fait. Donc il y a des stratégies. Je pense qu'en tout cas, une chose qu'on doit toutes faire, c'est souvent se traduire. Donc en fait, c'est jouer sur le langage de ce qui est reconnu comme légitime scientifiquement par une norme, traduire en fait ce que tu as envie de faire avec certains mots-clés, épistémologie, courant théorique précis, pour venir légitimer ton projet à toi. Et ça donnera d'autant plus quelque chose d'extrêmement puissant scientifiquement et aussi personnellement. Et moi, je me rappelle que quand j'avais commencé ma thèse et que j'avais dit que j'allais travailler sur la question noire en Suisse et sur la question de la race en Suisse, on m'a dit que ça n'existait pas. J'ai une thèse, ça fait 8 ans que je l'ai finie, que je l'ai publiée en plusieurs articles. Voilà. Donc, mais aussi, tu peux m'écrire un email. Parce que je pense que dans l'université, c'est un peu l'endroit le plus conservateur, en fait. Il faut le dire. Josiane. Oui, alors je comprends que le fait de devoir toujours prouver peut représenter une pression. Et ça, c'est vrai que ça a été dit ce soir à plusieurs reprises, c'est fatigant. Mais tant qu'on a la conviction et qu'on s'est fixé des objectifs, on doit aller, on doit foncer. Parce que c'est ça qui est valorisant. Et vous avez des compétences et vous devez justement les mettre en application pour arriver à obtenir les résultats que vous souhaitez, que vous avez toujours désiré. C'est pour ça qu'on a parlé de rêve. Et parce que vous rêvez de devenir quelque chose dans cette société, il faut y aller, il ne faut pas reculer. Cette pression, elle va passer, mais vous serez satisfait lorsque vous aurez atteint votre objectif. Donc, on ne peut que vous encourager à continuer à aller de l'avant et à obtenir ce que vous souhaitez réellement devenir. Voilà. Et là, ce sera vraiment le mot de la fin, parce qu'il est tard. Ah, il y avait encore... une dernière question. Ce n'est pas une question, juste une remarque ou une suggestion pour rebondir sur tout ce qui a été dit. C'est vrai, je viens entendre qu'il faut foncer, il faut travailler, il faut oser, tout cela.
Mais la réalité, on n'a pas, j'ai pas entendu une seule fois le mot harcèlement ou mobbing, ainsi de suite, dans le milieu professionnel. C'est une réalité pour plein de personnes, notamment pour les femmes noires. Donc c'est une réalité qui empêche, malgré la volonté, malgré les capacités, les compétences. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est pas une question, voilà, si tu sais que c'est déjà non. Mais ce que je suggérerais, ou s'il y a une tendance déjà que j'ignore peut-être, la question de mentor, parfois on a besoin de modèles, peut-être pas que de modèles mortes ou inaccessibles, mais juste revenir aux réalités contextuelles et géographiques. Ici, maintenant, soutenir ces jeunes justement qui ont envie de s'en sortir, être, je sais pas, une référence de soutien, je trouve qu'ils manquent beaucoup de soutien, parce que malgré la volonté, parfois on peut se retrouver seul quand même, alors qu'il y a des personnes qui pourraient nous porter ou nous accompagner dans nos rêves. Vous avez parlé de rêves. Merci, je suis désolée, il faut qu'on merci beaucoup. Oui. Je pense que Noémie, tu voulais. Non, mais moi, c'est pour ça aussi que j'avais nommé Sarah Kanji, parce que pour moi, c'est aussi un succès de décider que parce qu'elle a trop été harcelée, elle s'arrête. Pour moi, c'est aussi une forme de succès que de dire à un moment, je ne fonce plus, je m'arrête, parce que voilà, je vis cette réalité du racisme, du racisme et du sexisme. Donc je rejoins en fait votre remarque, et je rejoins votre remarque sur le besoin de collectif en fait, de soutien et de collectif. Je crois que on est toutes d'accord que c'était pas un panel qui visait à nier la réalité du racisme et du sexisme et du racisme genré et du sexisme racial. Et je vous remercie en fait d'avoir de l'avoir mis en avant en fait. Merci. Non, je suis désolée, il faut qu'on arrête. Mais comme je disais, après, vous pouvez, ouais, vraiment, on peut continuer à échanger. Il faut venir à l'Inox. C'était juste une petite phrase que je voulais donner à madame. Elle est partie? Oui. Voilà. C'est que des fois, nos difficultés, on peut les transformer en opportunités. J'ai vécu ce qu'elle a vécu. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes comme elle dans le cadre de mon association, Association Rosée d'Espoir, basée à Villeray, dans le canton de Berne. Et c'est vrai que moi, du fait que j'ai vécu du mobbing, aujourd'hui je suis entrepreneur et je suis épanouie dans mon travail. C'est juste ce que je voulais dire à madame et surtout moi, je suis plus là. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Voilà.